Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, la loi des séries, on est ensemble comme chaque semaine, vous le savez, passer en revue l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Dans la dernière partie de cette émission, une jeune artiste, Amandine, sera avec nous, elle sort un EP, vous allez voir, étonnant. Vous l'avez peut-être découvert quand elle faisait The Voice Kids, maintenant elle est à la tête de son premier EP, elle sera aux Trois Bonnets aussi le 15 mars prochain pour un grand concert, elle sera avec nous tout à l'heure. On parlera aussi des Bois Assassins, la nouvelle fiction de France Télévisions, vous allez voir là aussi, très original avec notre invité Raika Hazanavicius, et puis la masterclass de cette semaine consacrée à l'un de nos meilleurs réalisateurs de films et de séries de genre, Samuel Bodin, qui sera avec nous, et d'ailleurs je les salue tous les deux. Bonsoir et bienvenue dans la loi des séries, comment allez-vous ? Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Bonsoir. Je suis ravi de te recevoir, Raika, pour la première fois. Samuel, de te recevoir à nouveau parce que tu es déjà venu plusieurs fois. Face à toi, Julia Gabriele et Nora Gandour qui sont avec nous. Bonsoir. On a plein de choses aujourd'hui. Ouais. C'est une émission extrêmement riche. Et d'ailleurs, pour pas perdre de temps, on commence avec une avant-première. C'est la nouvelle série française qui va arriver sur Netflix au mois d'avril prochain, par une équipe qu'on connaît un petit peu. On leur doit des séries comme Profilage, ça s'appelle Anthracite. La bande-annonce vient d'être dévoilée. On est aussi sur des séries complètement barrées. Regardez. Il y a 30 ans, il y a une secte qui s'est installée là, et on les a tous retrouvés morts à l'intérieur. Mon père, il a fait une enquête sur cette histoire de sexe. Il est revenu ici la semaine dernière, sauf qu'il a été kidnappé. Attends, il y a un truc chelou, sous la glace. C'est de l'anthracite sur son visage. Deux femmes tuées à 30 ans d'intervalle avec la même trace d'anthracite sur le visage. Ça veut dire que quelqu'un perpétue les rituels de la secte des écrins. Emmène-moi, Jaro. Pourquoi il voudrait me rencontrer? Caleb m'a dit que j'étais spéciale. C'est ma mère? Le fils de l'aile. Tu savais que ma mère avait fréquenté la secte des écrins? Si on s'en est pris à mon père, c'est forcément qu'il avait découvert quelque chose. Il y a une seule et même personne derrière tout ça et on va la trouver. Bientôt nous serons tous libérés. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait la part. Voilà donc pour Anthracite, cette nouvelle série qui sera disponible au mois d'avril prochain. Décidément, en ce moment, il y a pas mal de séries françaises de genre qui débarquent notamment sur les plateformes, sur Netflix, après Fury au début du mois de mars. Maintenant, c'est Anthracite, porté encore une fois par une distribution de gens qu'on aime beaucoup, notamment, je pense à Attic, qu'on avait découvert dans Validé. Et le pont est finalement pas si éloigné que ça avec les univers de nos invités d'aujourd'hui. On va le voir tout à l'heure avec les Bois Assassins sur cet enfant... cette jeune femme sauvage qui vit dans l'état de nature, qui rappelle un peu le personnage de Nell, je crois, de Jodie Foster dans un film des années 90 où elle était assez incroyable. On va en reparler évidemment avec toi, Raika, tout à l'heure. Mais évidemment, la masterclass de cette semaine, on voulait revenir sur le parcours de celui que je considère comme étant l'un des jeunes réalisateurs les plus talentueux en matière de genre. Le genre de réalisateur qui énerve prodigieusement dans les festivals quand il rafle des prix pour sa série Tank. Parce que vous avez plein de gens qui se disent « Mais un jeune qui fait des séries comme ça, c'est pas normal qu'il ait le prix. » Il l'a eu pour Tank et on s'en félicite. Mais nous, on l'a découvert en France avec l'une des meilleures comédies de ces 15 dernières années que moi j'adore, pour laquelle j'ai une passion totale. Voici... Et il ment pas. Hein. Ah là là, non, il le sait, il le sait. Voici le générique incommensurable de cette série, regardez.
Samuel Bodin, Alexandre Philippe, la Lazy Company, une des séries OCS. Alors pour vous expliquer un petit peu le pitch, si vous ne connaissez pas cette série, on est à quelques jours du débarquement allié en Normandie. Une troupe de soldats américains sont envoyés en mission pour récupérer un mystérieux enregistrement. Et comme ils ne sont pas très fut-fut, et en fait, ils vont tout simplement penser communiquer la date du débarquement aux Alliés et ils le transfèrent aux Allemands. Résultat, il faut décaler la date du débarquement au 6 juin et donc leur compagnie est baptisée Lazy Company. En gros, les losers, les ringards, les mauvais, les tocards. Ils vont devoir du coup mener à bien plein de missions. Le grand méchant de cette série, c'est évidemment Hitler, comme dans l'histoire. Sauf que là, le personnage est over the top. Sur toutes les saisons, c'est hallucinant. Il y a toute une distribution de personnages génial. Je lui ai demandé, c'est ton premier gros projet. En tout cas, c'est celui qui t'a permis de vraiment exploser à la télévision et de montrer un peu ce que tu savais faire. Exploser, c'est des grands mots parce qu'en fait, au début, quand on fait Laisse-moi les dire si compagnies, il y a 2 personnes qui la voient, je crois. Alex en fait partie. Ça fait 3 avec vous 2. Et après, petit à petit, ça a construit son groupe de spectateurs qui a grandi. Et même à la fin, parce qu'on a fait 3 saisons, même à la fin de la série a continué à vivre. On est passé d'OCS à France Télévisions, on a été diffusé sur Netflix, puis sur Disney. Et pourrait y avoir une 4e saison où ça s'était terminé? Ça s'était terminé à la fin de la guerre. Donc, ça aurait pu, mais il y a un personnage pour lequel c'est pas très possible. Quoi. On a une fin, ouais. Okay. On a vraiment, quand on a commencé à l'écrire avec Alex, Philippe, on a vraiment pensé au début, on a pensé la première saison, on dit est-ce qu'on va y arriver parce que la joie de travailler avec OCS, c'est qu'ils nous ont donné une liberté folle. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont donné, j'imagine, un peu à tout le monde. Et je suis un peu... c'était un endroit d'expression assez génial, OCS. Par contre, le budget était très petit, il fallait aller très très vite et donc trouver des moyens créatifs de raconter ce qu'on avait envie de raconter. Donc au début, on était plus, est-ce qu'on va réussir à aller au bout de notre première saison ? Et quand on a vu que ça s'était bien passé, qu'on allait pouvoir s'exprimer sur plus de temps, on a vraiment décidé avec Alex que ça se ferait en 3 saisons. Mais on pourrait pas faire un retour d'une bande de tocards qui fait n'importe quoi. T'aurais pas envie de le porter au cinéma, par exemple ? Alors, c'est la question qu'il fallait pas poser. Il y a des réflexions en cours. Ça veut dire que ça arrive dans sachant qu'il y a eu une BD. Il y a eu une bande dessinée, ouais. C'est des thématiques il n'y a rien d'original là-dedans. Ce qui est drôle, c'est un peu comme le cinéma fantastique, mais c'est toujours les mêmes thématiques. Mais ça fonctionne tellement bien. La troupe de guignols qui, d'un seul coup, se retrouvent avec des responsabilités 1000 fois plus grandes qu'eux et qu'ils n'arrivent pas à gérer et qui vont s'épanouir. C'est excellemment bien écrit. Vous avez révélé notamment, je pense, alors évidemment, Alban Lenoir, notamment dans cette série-là, vraiment a pris sa place. Caroline Vigneault. Ouais, elle faisait déjà de la scène. Les gens la connaissaient pas très bien forcément, et c'est vrai qu'elle a obtenu ce rôle dans cette série en soldat caporal, même allemand. C'est une colonelle SS. C'est une colonelle même SS, encore pire. Elle est formidable dedans. Vous avez une espèce de reproduction dans la saison 1 d'un Dark Vador version nazie. Vous avez même dans la saison 3 une comédie musicale qui est absolument délirante, où Adolf Hitler imagine qu'il va pouvoir semer le chaos sur la planète entière et où il se met à chanter des chants de Noël, des chants de Noël à sa façon. Donc vous imaginez ce que ça peut donner. Vous êtes rien interdit. C'était l'exercice et c'est ce que nous a permis aussi nos producteurs et la chaîne, quoi. Il y avait quelque chose d'une vraie liberté totale, d'une confiance. Et après, encore une fois, on a beaucoup travaillé pour être au bon endroit, pour moralement être là où on avait envie d'être. D'où l'interprétation de Quentin sur Hitler, qui devient très burlesque, Quentin est phénoménal. Oui, moi. Mais comment on trouve vous appelez ça un bon endroit moral? L'acide. Comment on sait? L'acide. Il y a que l'acide qui les a guidés pour. Non, mais comment on sait quand c'est travail, glauque et quand c'est drôle? Et on écrit beaucoup. La série, elle est très très écrite. Il y a pas d'improvisation, presque jamais. Il y a juste Thomas VDB à un moment, et il y en a tellement peu qu'on sait exactement l'endroit d'improvisation. C'est Thomas VDB avec le chat mort. Ok, il y a 7 scènes où Thomas il est parti, mais la série elle est très très écrite. Donc les acteurs, s'ils veulent improviser, ce qu'ils ne faisaient pas, le temps, il fallait pousser et on n'avait pas le temps. Et donc on écrit beaucoup et donc on travaille à la table, on lit et on se dit attention, là on va trop loin, là on n'est pas assez loin et tout. Donc ça a beaucoup de préparation et de travail. Mais en 2024, ce serait encore plus casse-gueule qu'il y a 10 ans vu le contexte, ou
Est-ce que ce serait encore plus compliqué? Mais je pense que c'est Non. fait avec intelligence. Non, parce que moi, depuis toujours, les moyens d'expression, ils changent, et encore heureux qu'on change, et je pense qu'on change en bien, à voir les combats qui sont menés aujourd'hui. Ouais. Et l'humour, c'est pareil. On peut rire de tout. Évolue. On peut rire de tout à partir du moment où on travaille, on réfléchit, et on sait ce qu'on fait, quoi. Okay. Et après, ça demande énormément d'exigences, et c'est pour ça que la comédie, c'est compliqué. Parce que même sur le personnage d'Hitler, qui aurait pu être ou même de Goebbels. Il y a Goebbels avec aussi. Sébastien. Pas tant qu'à faire. L'excellent Sébastien. Si on aurait pu tous les épingler, on les aurait fait un par un. Ou non, il était en vacances. Il passe pendant un bal masqué. C'est à Mussolini pendant un bal masqué. Et ce qui est très très fort, c'est que Sébastien Lalanne, vous le verrez bientôt dans Machine. On en a parlé déjà sur Arte, et on retrouve un peu l'héritage avec Machine, d'ailleurs Thomas Capot. Qui est aussi dessus, qui était à la musique sur la Lazy Company. Il y a Alex. Et il y a Alexandre Philippe qui joue un médecin légiste aussi. Donc voilà, on retrouve un peu cette filiation-là, mais c'est ça qui est formidable, c'est que tous les personnages, même les pires salauds qui nous font mourir de rire, on est un peu dans la veine de Chaplin et du dictateur, c'est-à-dire que jamais vous les avez rendus humains au point qu'on se dise « Oh putain, en fait on aurait bien aimé taper sur l'épaule à Adolphe ». Bah pas du tout, parce que ça reste un pourri dans la série quoi qu'il arrive. Hors de question, oui. C'est le personnage le plus malveillant du monde, mais après les personnages malveillants nous ont toujours fait rire, il n'y a qu'à voir Eric Cartman, mais en vrai. Mais oui, je pense pas que c'est parce qu'on rigole avec un personnage qu'on adhère à qui il est, à ce qu'il pense, et tout ça, au contraire. Ceci dit, moi ça fait donc maintenant, j'ai découvert effectivement toute cette joyeuse bande en 2013 pour le lancement de la Lazy Company, dont je suis objectivement instantanément tombé amoureux de cette série, au point que j'en ai bouffé la bande originale. Tout est vraiment réussi, tellement c'est tellement drôle, et pourtant pour préparer cette émission, j'ai découvert qu'il y avait peut-être même encore plus space et plus étrange que la Lazy Company en termes de pitch. Regardez un petit extrait dans l'écran là-bas. Il flippe là. Regardez. Et tant mieux. Il savait que les petits humains doivent rester à l'écart des monstres. Alors il continua de travailler. Il ne réfléchissait plus, il se contentait de s'appliquer dans son geste. Le travail changeait. Les outils aussi. Les toits de la ville chialaient depuis des mois. Eddie avait tendance à oublier qu'une nuit, il avait offensé un démon. 2008 pour ce court-métrage Ashes to Ashes. Alors moi, je n'avais pas vu ça avant. Pourtant, on a fait quelques interviews et ça m'avait échappé. Et j'ai retombé sur ces images-là. Un petit côté Sin City aussi, assumé, j'imagine. Mais c'est quoi? Tu peux nous en parler un petit peu? Ashes to Ashes, c'était un projet qu'on avait monté avec mon co-réalisateur. À l'époque, on co-réalisait. On était deux avec Julien Mocrani. Moi, j'avais très envie de... On était jeunes, hein. On avait quoi? Entre 25, 26 et 26 ans. J'avais envie de plonger dans l'univers de Gotham et raconter une petite histoire de Batman. Fantasmée, de Batman. Et Julien est arrivé, et on travaillait déjà un petit peu ensemble, mais il m'a dit, mais c'est possible, on va trouver un moyen. Donc Julien, il a fait fabriquer on était dans les premiers en France à faire un gros crowdfunding pour réussir à réunir l'argent pour pouvoir tourner. Un jour, tu le feras venir, il vous dira les chiffres. Et du coup, on a pu créer un tournage de court-métrage à Villaines-les-Rochers, sous un préau d'école. Et on a travaillé tout l'univers de notre film, l'univers visuel et tout, en fonction des moyens qu'on avait pour raconter ce qu'on avait envie de raconter. Donc on s'est tourné vers Mike Mignola, vers Frank Miller, Sin City et toutes ces choses-là, et essayer de tirer au minimalisme, enfin, de visuellement... être très convaincant, épuré et viser exactement ce que ça devait raconter plan par plan. Et c'est vraiment un objet... Et où est-ce qu'on peut le voir? Il est en ligne. Oui, il est partout en ligne. Il est partout en ligne. Fantastique. Je vous ferai suivre, les amis. Je l'ai découvert hier en préparant l'émission. Et vraiment, j'ai été étonné parce que je ne connaissais pas ce projet-là. Pour revenir évidemment et continuer à dérouler ton parcours, il y a quelque chose finalement qui vous réunit tous les deux. C'est une boîte de production qui s'appelle Empreinte Digitale. Elle te fait un high five. Oh le vent. Elle te fait high five. C'était très très long. On va les compter. On va les mettre en slow-mo juste pour te faire revivre. Je vais verbaliser et que j'ai pas entendu parce que je suis vieux. Parce que
en reparlera tout à l'heure, mais tu as effectivement été dans une série produite par Empreinte Digitale. Oui. Est-ce que, concrètement, toi, tu as travaillé beaucoup avec eux, mais est-ce qu'on sent quand on travaille dans cette boîte-là qu'on a une boîte qui fait quelque chose quand même de... Une empreinte différent sur le monde. des autres. Différent des autres. Alors, moi j'ai travaillé avec Empreinte Digitale, mais c'était la première fois que je travaillais. Donc ça a été compliqué. ma Des gros base. projets, ouais. Ça a été vraiment ma base de référence. Après, je trouve je suis jamais tombée sur des boîtes de production qui étaient vraiment mauvaises, veineuses. Enfin, je crois que j'ai eu pas mal de chance là-dessus. C'est vrai qu'Empreinte, il y avait une certaine liberté, donc c'était assez chouette, quoi. Tu sens qu'ils tiennent leur barque, et que c'est vrai que quand on a reçu la série, c'était très bien écrit. Enfin, tout était très réussi. Maintenant. Moi, t'as de la chance sur tes projets. Ouais, on va y revenir. J'ai vraiment de la chance. Ouais. T'as beaucoup de chance. On sent que tu choisis effectivement tes projets. Et impossible de ne pas de parler d'Empreinte sans parler d'un producteur qui a beaucoup compté, parce qu'il fallait vous accompagner aussi. C'était Henri de Burme. Parce que voilà, il a une part prenante, et on parlait des séries d'OCS, c'est lui qui a fait beaucoup de projets complètement décalés sur OCS. C'est un mécène en fait, j'ai l'impression. Mais il fait énormément. Et des beaux projets. Et des beaux projets, parce qu'on lui parle notamment de cette série fantastique de science-fiction Mission qu'il a produit sur Aller sur Mars et tout. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui a été important aussi dans votre parcours à tous. Ah bah moi oui, fondamentalement. Moi, le premier projet de fiction que j'ai fait rémunéré, si on parle professionnel fondamentalement, c'est Les I-Compagnie. Et Les I-Compagnie, c'est produit par Raph Rocher, et Henri de Burme. Tu connais aussi, voilà, qui a produit Les 7 vies de Léa. J'embrasse fort, ouais. Et Henri, et eux deux nous ont accompagnés sur tout le trajet. Et je sais que c'était, si je me trompe pas, la première série d'Empreinte Digitale. Ah ouais. Et c'était aussi, si je me trompe pas, la première série de fiction d'Henri. Oui. Donc en fait, on a un peu appris tous en même temps. Donc, et si on met Zach de côté, je crois que c'était une des toutes premières créations originales de OCS. Les signatures, c'était une des premières. Il a l'œil, Henri de Burme. Il a l'œil. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, il a une énorme sensibilité, et il a une énorme partie créative en lui, et un amour pour les artistes, j'ai l'impression. Oui, et puis même lui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, Les I-Compagnie lui doit beaucoup dans plein de gestes où lui pouvait nous dire attention, vous allez là, vous y allez pas assez fort. Ah oui, donc il faut être aussi entouré de productrices et de producteurs qui comprennent ce qu'on veut fabriquer, et à partir du moment où on se sent épaulé comme ça, après on pousse on a de l'argent, on n'a même pas assez d'argent pour faire un sitcom, et nous on est en train de se poser la question de est-ce qu'on fait venir un tank dedans. Donc c'est ça qui est rigolo, de travailler avec les producteurs adéquats et investis, ça change beaucoup de choses. Et cette grande famille va continuer. Alors je sais que Julia adore ce genre de projet, les projets où on flippe, où il y a de l'horreur, où il y a du gore. Ah oui, moi c'est vraiment Julia adore. Alors le prochain projet, c'est parfaitement. Non, j'adore, mais j'ai peur. Regarde, ça me fait peur. Toi, c'est dédicace, c'est parti. Tank. Mais je vais pas dormir. Alors c'était Tank d'ailleurs, il y avait Tank avant, pardon, j'avais oublié Tank. Le projet en série pour les plateformes, les plateformes qui faisaient des mini projets de séries en mini épisodes. Le prix pour la série pour laquelle tu as eu un prix à La Rochelle, le prix du meilleur réalisateur. Je raconte les coulisses parce que ça me fait toujours rapidement rigoler. Donc Samuel reçoit le prix du meilleur réalisateur. Je ne sais pas si vous imaginez devant un parterre de professionnels qui, avec des nommés à côté, c'était tous les grands unitaires de toutes les grandes chaînes de télévision. Arte, France Télévisions et tout, et à l'époque les projets n'étaient pas scindés en format, et donc Samuel arrive, il reçoit le prix de meilleur réalisateur pour Tank, et on sent que le public est content, que ceux qui le connaissent sont contents, que les gens qui savent vraiment ce que c'est que de faire des projets difficiles et différents sont contents. On sent que les gens qui sont dans le métier depuis plus de 25 ans, ils l'ont moyennement bien pris. Et alors à un moment, il y a un truc très marrant, c'est qu'on se rend à la soirée de clôture, et là on entend les gens qui disent « Ouais, enfin quand même, une série digitale, franchement, il n'y a aucun mérite à faire ça. » Et on se dit « Mais les gens ne regardent pas ces projets-là. » Et ça a été l'objet d'ailleurs d'une session, c'est que maintenant, les projets sont séparés en format à La Rochelle depuis que Samuel Bodin est arrivé à truster tout le monde et a montré que on pouvait faire des formats courts de fiction, être un jeune réalisateur et être bourré de talent. Là, c'était du 10 minutes. Ouais, c'est 10 épisodes de 10 minutes. Ok. Ah ouais, c'est chouette comme format. C'était hyper marrant, ouais. Ah ouais. Je pense que... Un go fast. C'était un go fast. Voilà. La première saison, on en a fait 2. La première saison, elle était tout en mouvement, et la deuxième saison, elle était que dans une rue. On s'est amusé à changer. Et alors, t'as préféré faire laquelle des deux ? Je suis sur la deuxième, non ?
Ah, c'est difficile parce que je me suis. Alors, la première saison, j'ai pris le projet. Il avait déjà un peu commencé à naître. Et donc, on a réécrit, on a recommencé. Il était très, très sérieux. Et moi, quand je suis venu, j'ai fait là, vous êtes plus dans le transporteur, ces choses-là. Et nous, maintenant, on va aller vers. Décaler. Vers Bibi et le coyote. Moi, c'était ça que j'avais en ma référence mécanique. C'était ça. Et visuel aussi. Bizarrement, c'est pour ça que les couleurs, elles ont vite monté. Le bleu, le orange et toutes ces choses. Et du coup, on a emmené. Donc, la première saison, elle a été un peu. Il y avait un peu de Frankenstein, puis ça avançait, puis c'était très rock'n'roll. Et la deuxième saison, comme il nous faisait confiance, c'était un peu ok, vous voulez vraiment faire quoi? Donc, j'ai un rapport différent. Et la deuxième saison, elle se passe dans une rue à Séoul et c'est tout en Corée. Donc, c'est des processus diamétralement opposés. Exactement. Par contre, les personnages sont les mêmes et on a pu enfin prendre le temps de plonger un peu dedans et tout. Donc, je me suis bien amusé de manière différente dans les deux cas. Mais il y a une vraie similitude entre les projets et entre les personnages au fil des projets. Il y a une grande famille à la fois de comédiens et de personnages et qui là justement on va trouver son point d'arrivée dans une série que tu as produite qui voilà, cette fois-ci on y arrive, va plaire à Julia. Mais pour de vrai? Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de gore et beaucoup de mais franchement moi c'est une série pour laquelle j'ai un grand amour parce que j'ai trouvé cette série formidable. Malheureusement sur Netflix on sait jamais comment on se mesure les audiences donc c'est compliqué de savoir si elle a vraiment pas bien fonctionné ou pas, mais en tout cas, je crois adoubé par Stephen King, il me semble, non? Il n'y a pas eu des bons retours de... Oui, il avait tweeté un petit truc. Il avait bien aimé. Trop blasé. Ouais, il a tweeté. Sois un peu plus surexcité, je t'en supplie. Ceci dit, il y a un lien parce que grâce à cette série, il a pu faire un autre projet, mais regardez. Tu fais plein de liens aujourd'hui. Formidable bande-annonce. J'adore, c'est à tiroir l'émission. Regardez. Depuis le début, elle est dans ma tête. Je te préviens, je vais punir. Et je respecte toujours mes promesses. Voilà donc pour Marianne. Quelle série que j'avais adoré, diffusée, proposée aussi au Festival de la Fiction de La Rochelle. Je vous pitch 2 secondes. C'est l'histoire d'une romancière qui écrit un roman dans lequel elle a un petit peu mis en scène une héroïne un peu à la Buffy, chasseuse de sorcières, et qui chasse une sorcière qui s'appelle Marianne. Et puis un jour, elle voit débarquer dans sa maison d'édition une jeune femme qui lui dit, écoute, une copine de sa ville d'où elle vient, qui lui dit, il faut que tu reviennes là-bas, parce que ce que tu racontes, ça se produit vraiment dans la vraie vie, et je suis vraiment poursuivi par cette femme. Et comme la personne ne veut rien entendre, on le voit dans la bande-annonce, elle se jette avec une corde au cou du haut de la maison d'édition, elle se pend devant tout le monde. Et là, effectivement, tout le monde doit retourner dans cette petite ville qui fait penser à une petite ville du Maine façon Stephen King. Et elle va se retrouver à devoir pourchasser cette Marianne, cette force sorcière, vraiment dans l'esprit des sorcières d'avant, et pour proposer une chasse aux sorcières vraiment en grandeur nature, avec plein de références partout. Ça va jusqu'à l'exorciste dans un épisode qui est absolument terrifiant dans une école. Oui, hein, tu t'en souviens toi aussi? Moi je me souviens, mais c'est vrai, je me souviens pas du tout de toute l'histoire. Je me souviens juste que j'ai eu peur. Ah, t'as regardé ça? Waouh, tu m'impressionnes. Je l'ai regardée toute seule et j'étais la vieille là et j'étais en mode ah. Mais du coup je me souviens pas du tout de l'histoire. Là t'as piqué un truc que j'ai aucun souvenir. Ah ouais, parce que t'étais en crise d'angoisse à chaque fois. Ça fait peur ça. Et puis il parle français quoi. Tu te dis ça fait peur en français. Mais oui, on n'est pas habitué. Tu as raison, on n'est pas habitué. C'est assez rare quoi. Bravo. Qu'est-ce que j'avais aimé. Qu'est-ce que c'était bien. Tu t'es éclaté à faire ça. Ouais, c'était un projet. Moi, c'est un projet qui m'est cher parce que ça parle aussi de choses qui sont proches de moi et tout ça. Mais c'était très curieux à construire parce que donc c'est Cook, mon co-auteur, Cook dans le train avec moi. C'était au moment où Netflix revenait, ils avaient fait Marseille. Et là, ils venaient en Europe, ils venaient s'installer et ils cherchaient des projets un peu différents. Ouais, très différents. Et bon. Et puis, alors, parce que Marseille c'était quand même pas une grande région. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on avait commencé à développer avec eux puis finalement non, ils étaient partis sur la science-fiction
Et après, c'est mes producteurs. Parce que c'est vraiment de l'horreur, là, en plus. Hein. On est vraiment... Oui, mais du coup, quand tu dis que c'est proche de toi, pardon, je veux pas être dans ton intimité qui te regarde, mais il faut peut-être rassurer nos téléspectateurs. Faut peut-être aller faire une thérapie. Non, mais quand tu dis que c'est proche de toi, il y a des thèmes qui sont proches de toi. Oui, absolument. Les thèmes de l'enfance. Le thème de l'enfance. Oui, il y a le thème de l'enfance. Et puis, il y a toujours un truc que je cherche en commun, que ça soit de la comédie, de l'épouvante, c'est de trouver une espèce de trouver la tendresse et la poésie qu'il y a dans ces personnages. C'est très présent dans Les E-Company, c'est présent dans Tank aussi. Et moi, je pense que c'est ça qui nous emmène en tant que spectateurs et qui commence à créer, pour moi, est le plus important, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'on a envie de se mettre dans les chaussures des gens. Et donc, cette petite poésie ou cette petite tendresse, en fonction des projets, en fonction des productions, en fonction de... j'ai plus ou moins de latéralité pour l'explorer, l'approfondir et tout ça. Et Marianne, c'est une série qui coûte très peu cher dans le système, dans les Less Than an Hour, donc dans les séries qui font 50 minutes. Et en plus, on nous a demandé d'aller très vite, parce qu'ils nous ont refusé au début, puis après, quand ils ont lu 2 épisodes, ils ont dit « Oui, finalement, on le fait, mais il faut que ça soit prêt-temps. » à telle date, qui était 3 mois, je crois, plus tôt que ce qu'on avait prévu. Donc, on a dû tout accélérer. Et comme moi, donc je coécris, je crée, mais je réalise tout. J'avais un truc où je ne pouvais pas non plus déléguer l'écriture de la fin et commencer à réaliser le début. Donc, il y a vraiment un exercice où on est un peu comme Les E-Company, dans un moussoir de poche. On a un cadre très fort. Et là-dedans, par contre, ils nous ont laissé une grande liberté. Parce que comme ils nous ont donné pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, ils ont dit en contrepartie, vous faites votre truc. Et donc là, j'ai pu, avec Cook, on a vraiment pu s'exprimer sur cette... Alors du coup, la poésie, elle est un peu plus noire, et c'est peut-être plus Edgar Allan Poe, des choses comme ça. Mais il y a des thématiques qui me sont proches, il y a des sensibilités qui me sont proches, et il y a des problèmes exposés dans la série qui sont des problèmes des questions que je me pose. Ok, ça, et Cook qui avait travaillé aussi sur Nox pour Canal+, avec Nathalie Maïwen, qui disparaît dans les catacombes et où il part à sa recherche. Et de mémoire, il avait travaillé avec Empreinte Digitale pour Parallèle sur Disney+. Que de liens. Que de liens. En tout cas, tu travailles bien sous pression, tu sais, moi. Ça, c'est l'école OCS. Une heure plus tôt. Clairement, c'est un format qui te réussit un peu de bosser dans l'adrénaline. Si j'avais le choix. J'adorerais travailler avec moins de pression. Après, je pense que c'est de toute façon un métier où... Faut faire avec. C'est là parce que ça demande que beaucoup de gens travaillent sur une chose, donc ça coûte beaucoup d'argent et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des projets où d'ailleurs, c'est un petit peu le seul truc moi qui m'effraie un petit peu aujourd'hui, c'est la compression du temps d'écriture, par exemple, qui devient des fois un peu et ça se ressent malheureusement. Et je pense que ça se ressent fort, visible et audible au dialogue. Ouais, mais il reste encore heureusement des gens comme Samuel qui sont des vrais talents. C'est vrai que la série n'a pas eu le succès escompté, mais en attendant, ça a quand même donné envie à Marianne. Je pensais. Il n'y a pas eu de saison 2 en général, c'est malheureusement. Oui, mais parce que Netflix parfois. Toi, t'étais en dépression qu'il n'y ait pas de saison 2. Cette saison 2, moi je l'attendais parce que le cliff de fin de saison est dingue. Parce que la prod était plutôt favorable. Tout le monde était favorable. Ouais, c'est ton réalisateur préféré en fait, j'ai l'impression. Ah oui, ça fait partie des réalisateurs que je suis et que j'aime beaucoup. T'es dans tous les états. Clairement, non mais ça va, n'exagère pas non plus. mais c'est vrai que je suis beaucoup son travail depuis 10 ans et que ça fait partie de ces réalisateurs qui sont capables d'apporter dans la contrainte des choses très nouvelles, très innovantes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secret. Quand un studio comme Lionsgate, qui fait beaucoup de films d'horreur aux États-Unis, se tourne vers toi pour faire un film d'horreur aux États-Unis, forcément, c'est qu'ils ont vu quelque chose que peut-être en France, on n'a pas vu ou qu'on n'a pas su saisir parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on avait envie de faire. Le film est sorti l'été dernier. Il s'appelle Coweb aux États-Unis, La Maison du Mal en France. Et en voici un petit extrait. Il a eu la chance, le salaud, de tourner avec Lizzie Kaplan. En plus, ça ne se refuse pas. Voici un petit extrait de ce film sorti et disponible en DVD. Why would you draw a picture like that? Peter! I really hurt her! No, you did not! No! You're grounded. Okay, Peter, go to your room. No, Carol, he's grounded. He's going in the basement. Now. La Maison du Mal. Julia qui dit ça a l'air de pas faire peur. Non mais ça c'est de l'épouvante. Moi c'est le gore qui me fait peur. C'est bon. Elle a pas vu le film. L'affiche
La Maison du Mal, le héros, on suit cet enfant qui a l'air d'entendre en permanence des bruits qui viennent des murs. Il entend frapper, il entend quelqu'un qui lui parle au travers des murs. Ses parents ne veulent pas le croire. Et ses parents vont, à mesure que cet enfant raconte cette histoire, les parents vont commencer à être de plus en plus dans la punition, dans la répression autour de lui, jusqu'à ce qu'on découvre évidemment ce qui se cache au-delà des murs. Et ça, vous le saurez en voyant le film. C'est les films comme les studios américains savent les faire, c'est-à-dire des films où, avec une unité de lieu assez restreinte, on arrive à créer une tension maximale. Comme The Room, là, non? Il y avait eu comme Panic Room, il y avait... Non, mais... la fille qui était née dans une pièce, elle avait eu l'Oscar, cette actrice, ça vous dit rien? Non. Elle avait grandi. C'est sa mère qui voulait pas. Sa mère qui voulait pas. Ah oui. Ça cartonne ce genre de. Et puis c'est des formats qui fonctionnent parce qu'effectivement on est oppressé comme ça. Et là tu y arrives très très bien parce que là l'affiche est très réussie, mais c'est comme ça, c'est une espèce de prise en apnée en permanence dans ce film. Ouais, il est que. Alors moi, c'était une expérience. Forcément, c'est une expérience nouvelle parce que c'est mon premier long métrage. C'est la première fois que je collabore avec un studio américain. Et c'est aussi la première fois que je réalise quelque chose que j'ai pas écrit. C'est-à-dire que là, je suis que réalisateur. Et donc, moi, j'avais tout un exercice à faire aussi pour me mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Ouais, et puis de te l'approprier. Ouais, ça devient mon histoire, mais c'est pas la mienne à la base. Donc, c'est moins agréable. C'est un exercice différent. La chose un peu agréable, c'est qu'il y a quand même une part de responsabilité qu'on porte moins. Enfin, il y a un truc de dire, si c'est nul, c'est pas toi qui l'as écrit. Non, c'est votre histoire. Donc, est-ce que je suis au bon endroit? Il nous manque rien. Quand j'écris et je réalise, j'ai tout ça dans la tête qui tourne en même temps. Moins de doute, peut-être. Et après, il y a quelque chose où, oui, forcément, il y a quand même un endroit où on va être moins proche ou sensible. Côté sensibilité moins impliqué à certains points de vue, et certaines choses on se dit je suis pas d'accord avec ça, j'aurais fait différemment, forcément quoi. Mais par contre on apprend plein de trucs à un autre endroit, c'est un exercice curieux. Donc tu dois faire les deux au cours de ta carrière, de jongler entre les deux exercices. Parce qu'on est dans une réalité aussi de l'industrie aujourd'hui où c'est je dis toujours, quand on crée 10 projets, il y en a un qui existe à peu près. Donc, il faut en créer 10. Donc, il faut en pousser 10. Donc, déjà, en création pure, en écriture, déjà, quand on développe 10 projets, on a déjà un travail. Et ça peut prendre extrêmement longtemps. Et moi, j'aime les plateaux, j'aime tourner aussi. Et donc, je pense que de toute façon, mon emploi du temps, je vais être obligé de tourner des choses que je vais... Et j'aime l'exercice. Alors, par contre, il faut que ça me touche. Je ne vais pas partir sur... faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que oui, tiens, j'ai envie de bouger 100 personnes, d'emmener tout le monde et qu'on se déchire pour raconter cette histoire. Justement, est-ce qu'il y a un prochain projet qui te touche? Ça, tu le gardes pour la fin de l'émission. Tu nous le diras tout à l'heure, s'il y a un prochain projet qui t'intéresse et qui te touche en ce moment. Il y a des choses en travaux, on le garde. On fait monter la pression tranquillement jusqu'à la fin de l'émission. Restez avec nous parce que dans la dernière partie de l'émission, je vous ferai découvrir une artiste qui vient d'arriver. Je l'ai vue passer en régie. Amandine qui est là-bas. Vous avez découvert un EP vraiment étonnant dans un univers très doux, très calme, en même temps assez sombre et en même temps... Enfin, il y a plein de choses à l'intérieur. Vous allez voir, je trouve que nos 3 invités d'aujourd'hui sont très cohérents et c'est pour ça que je suis content que vous ayez ensemble. Parce que... Non, mais ils ont des univers comme on aimerait en voir plus et ça fait du bien. Et justement, on va s'intéresser à toi, Raïka, maintenant parce que ce film passe demain sur France 3. Il sera aussi disponible sur France.tv en streaming pour ceux et ceux qui ne pourraient pas le voir. Ça s'appelle Les Bois Assassins et on va découvrir tout de suite la bande-annonce de ce projet et tu nous en parles juste après. Regardez. On vient de nous signaler un meurtre à Selvac. Un village charmant, vous verrez. Vous me faites quoi là? C'est un cadeau ou une punition? C'est bon, c'est qui c'est la coupable? C'est la sorcière qui vit dans les bois. C'est une folle. Et en plus, elle est dangereuse. Y'a quelqu'un? Un conseil, n'écoutez pas les racontards. C'est la spécialité dans la région. Je devrais peut-être lui dire, non? C'est hors de question. Tu dis rien. T'es pas bienvenu ici. On n'aime pas les balances. Ça vous excite de passer les menottes? Personne vous aidera ici. Je suis capitaine de police et j'ai besoin de vous parler. Ici, il y a 2 camps. Ceux qui veulent la protéger et ceux qui veulent s'en débarrasser. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Un conflit d'intérêts. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais j'ai jamais tué personne. Arrête de se foutre de ma gueule! Vous débarquez comme ça avec votre arrogance à la con, mais vous prenez pour qui? Vous voyez pas que personne peut vous saquer ici?
Faites votre putain de boulot. Maya est innocente, vous ne pouvez pas l'emmener. Les autres, tu peux pas leur faire confiance. Après, tu leur donnes des clés pour te faire du mal. Voilà, ça s'appelle Les Bois Assassins de Anne Facio, qui sera diffusé donc demain soir, avec donc ton rôle, de jeune femme qui a choisi d'aller vivre dans la forêt. Ça, on découvrira pourquoi dans la série, dans le film. Mais c'est vrai qu'il y a un univers vraiment particulier par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les polars. Il y a quelque chose d'assez sombre. Il y a une couleur même dans l'image qui est dans la photo qui est pas ce qu'on voit forcément d'habitude dans les autres polars. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet-là? Par un casting tout bête ou on t'a appelé? Comment? Non, pour le coup, on m'a appelé. C'est Grégory Cantien, le producteur de la série, qui nous a contactés. Et qui donc nous a envoyé le scénario. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Et après, du coup, j'ai rencontré donc, Grégory et Anne Facio, la réalisatrice des Bois Assassins. Et c'est surtout au cours de discussions que, en fait, le projet est devenu de plus en plus intéressant jusqu'à ce qu'on le voit, où c'était encore de nouvelles surprises. Parce que, quand on discutait du personnage avec Anne, il y avait vraiment un truc très moderne, je trouvais, dans sa façon de l'appréhender et même dans l'espace que j'avais pour discuter de ce qu'on allait faire, puisque c'est un personnage qui parle peu, en réalité. Ouais. Donc c'était vraiment trouver son attitude et tout ce qui font ce qu'elle est, quoi. Et puis, en fait, on s'est très vite rencontrés sur... Enfin, je trouvais qu'il y avait vachement de messages, en tout cas à jouer. Il y avait des trucs hyper intéressants, des messages hyper forts qui me touchaient vachement. De faire de cette fille, en fait, une fille qui se bat et qui n'est pas du tout... On disait avec Anne, le but, c'est pas d'en faire une Manon des Sources et hyper sauvageonne. Enfin, romantique. Ouais, c'est ça. Il fallait essayer de trouver un peu, de casser un peu ce truc-là. Et puis, et sur le tournage, on a trouvé dans le jeu avec Soufiane et avec Hélène aussi... je sais pas, il y avait un truc hyper vrai. Et en fait, quand on a découvert le film, ça a été une super belle surprise parce que c'est un polar, donc vraiment l'enquête, c'est ce qui fait toute l'histoire. Et en fait, on est vachement quand même dans la psychologie des personnages. Et du coup, ça fait quelque chose de très nouveau que l'enquête soit la structure scénaristique, qui est en plus super bien faite, grâce à Héloïse qui a écrit ce scénario, qui a trouvé justement... une vraie intrigue. Ouais, une vraie intrigue. Et puis en fait, que c'est vraiment un truc de psychologie des gens et de comment tous ces gens arrivent à cohabiter les uns avec les autres et comment ils se complètent les uns les autres. Et donc ça, c'était assez cool. Enfin, c'est devenu hyper deep, en fait. Et c'était trop bien, quoi. Ouais, et c'est vrai que le personnage est creusé jusqu'au bout et ne bénéficie pas, et sans spoiler, il n'y a pas forcément non plus de total happy end à la fin du film, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que voilà, tout n'est pas forcément réglé pour ce personnage-là, et c'est ce qui apporte quelque chose d'un petit peu singulier dans une fiction qui est destinée à un samedi soir sur France 3, un public plus âgé qu'effectivement que ce qu'on a l'habitude. Et c'est vrai que là, on leur propose quelque chose qui est assez différent. On fait appel à ces thématiques très différemment de Marianne, mais du renvoi de l'image des femmes qu'on qualifie de sorcières. Il y a l'intervention des corbeaux qui sont beaucoup mentionnés et beaucoup montrés dans le film. Donc voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui sont intéressantes, à l'intérieur d'un carcan qui est toujours très difficile à repousser, qui est celui du polar, quoi. Ouais, mais qui, en fait, je trouve hyper... c'est hyper bien que ce soit un polar, parce que, en fait, l'histoire va d'un point A à un point B, qui est qu'en fait, donc, l'enquête commence et elle se termine, ce qui est nécessaire pour faire un film. Et en fait, les personnages, eux, ils ont une évolution, mais effectivement, leurs problématiques ne sont pas réglées à la fin. Donc, ça amène une profondeur au film, de se dire, on les prend sur cet instant de vie qui est un truc temporel de l'enquête, mais eux, ça les traverse, mais en fait, ils continuent à vivre derrière, et tu te dis que ça va pas forcément aller pour tout le monde, mais qu'il faut continuer à avancer, quoi. Et Sofiane Guérab, qui joue le rôle de ce flic envoyé de Paris dans ce petit bled parce qu'il a balancé des gars à l'IGPN, et je crois que ça fait partie de ses comédiens. Alors je crois que c'est dans Lupin qu'on l'a découvert, et il est formidable parce que il a fait plein de trucs. Moi je trouve que la fiction manque de gens qui ont des vraies gueules, c'est-à-dire des vraies empreintes au sens noble du terme, comme le cinéma l'avait il y a très longtemps. Et c'est vrai que ces gueules-là, on les avait tu fais très attention à ça dans chacun des projets que tu fais. Il y a vraiment des gens qui ont tu parlais de Maria, de la sorcière, qui a vraiment une empreinte, mais c'est vrai que vous avez tous
une identité qui est forte tous les deux. En tout cas, Sofiane et toi, vous avez vraiment ce truc où on n'est pas allé chercher des gens comme on en voit dans tous les projets, et ça fait du bien, quoi. Merci. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Sofiane, on s'est très très bien entendu. On a beaucoup rigolé sur le plateau. Donc ça, c'était chouette. Avec Hélène aussi, moi j'ai plus joué avec Sofiane, mais les moments où on était tous les trois, c'était vraiment sympa. Il y avait une super jolie énergie sur ce plateau qui était amenée par Anne qui réalisait le film, mais aussi par Grégory qui a produit ce film, où on sentait que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Et du coup, ça se ressentait dans tout, et on avait vraiment une liberté folle en réalité dans le jeu. On n'était pas du tout codifié sur des codes qu'on peut retrouver parfois suivant les programmes et suivant là où ça va être diffusé. Il y a certains codes qui se retrouvent, que ce soit cinéma, que ce soit théâtre, série. Il y a des codes, et là, on avait le droit d'aller chercher en nous d'autres choses. Et par exemple, le personnage de Maya que je fais, c'était un peu tout le challenge qu'on a voulu mettre en place. C'était OK, bon, elle a son histoire, mais on veut vraiment qu'elle soit hyper simple, hyper normale, pour pas qu'on calque plein de choses sur elle et que ça devienne presque un truc un peu politique. Ouais. Parce qu'il y a quelques... C'est ce que tu dis, il y a ces références aux sorcières, aux trucs. Il y a quand même moi, j'ai trouvé un truc un peu politique sur ce personnage qu'on avait envie d'emmener dans sa façon d'exister, en tout cas. Est-ce que quand je disais que tout n'est pas forcément résolu à la fin, est-ce qu'il a été question, est-ce que vous en avez discuté au moment du tournage, ou peut-être même encore maintenant, de se dire qu'on n'a peut-être pas totalement terminé avec ce personnage-là ? Celui de Maya ? Ouais. Alors, ça n'a pas du tout été une discussion, en tout cas. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui était réglé. Mais t'aimerais bien, toi, repartir pour un tour avec ce personnage ? Moi, je l'adore, Maya. Elle est trop forte, cette fille. Maintenant, c'est... Comment dire ? En tant que comédienne, c'est très particulier. T'écris pas les projets, quoi. Donc, nous, on les découvre et on nage dedans. Et c'est exceptionnel de voir ce que des scénaristes font. Et tu te dis, genre, vous avez vraiment plein de trucs dans la tête, quoi. Mais sacré souci. Non, mais c'est super. Mais du coup, je pourrais même pas me projeter dans qu'est-ce qui pourrait lui arriver d'autre. Ce qui était très beau dans ce film, alors la ref est un peu big, mais il y avait un truc à la Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, à la fin, dans l'histoire entre elle et Ashitaka, on va voir les noms, et entre eux, il y avait un truc d'amour impossible, en fait, et c'est un peu ce qu'on retrouve, en tout cas du point de vue de mon perso, on retrouve ce truc-là de... Ce qui est beau, c'est que c'est pas l'histoire... classique. Ouais, et puis c'est pas... L'amour ne réside pas que dans le fait de vivre ensemble et de finir ensemble ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on s'apporte. Et du coup, il y a des choix qui sont faits qui démontrent un peu ça, et je trouve ça beau à la fin. Donc ça dépend, si je devais refaire Maya, c'est qu'est-ce qui pourrait lui arriver de nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait amener de nouveau. Revenir, pourquoi c'est toujours le principe. C'est toujours la question, et ça... Et c'est vrai que si tout n'était pas lié les uns ensemble, je me disais en voyant le film que finalement, le face-à-face Sofiane et toi se suffisait presque, mais c'est vrai que tout le reste est tellement entremêlé dans l'histoire qu'on ne peut pas s'en passer. C'est toujours un plaisir évidemment de revoir Hélène de Fougerolles à la télé, mais c'est vrai que votre rôle est tellement magnétique entre vous deux, entre Sofiane et toi, que presque on aurait aimé peut-être les voir que tous les deux. Finalement. Oui, et au final, c'est ce qui fait que le film est intéressant, c'est qu'on ne voit pas que tous les deux. C'est ce qui fait Hélène, elle a ce truc de structure et aussi de fraîcheur dans le film, cette espèce de bagou, c'est la seule qui a la place d'être vivante, d'être souriante, d'être solaire, c'est ça. Ouais. Elle amène elle amène tout le poids au film. Si on était que sur nous deux, en fait, ce serait la lumière, chiant, sinon ce serait pesant. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle amène le contrepoint lumineux. Ouais, c'est un trio, et puis elle fait avancer l'histoire vachement. Ben oui, c'est ça. C'est ça, Alex. Ce sera exactement, je suis tout à fait d'accord. Et puis les valeurs, plein d'autres valeurs aussi qu'elle porte, que je peux pas dire, sinon ce serait du spoil. Non, ce serait du gros spoil. Mais non, du coup, c'est là que c'était intelligent à l'écriture, c'était d'en fait faire... Attention Raïka, tu marches sur un fil rouge là. Ah ouais? Non. Regardez, vous verrez. Mais en tout cas, oui, c'est là que c'était intéressant, c'était dans cette trame narrative qui était un polar, de faire exister un trio où tout se répond. Et puis vraiment une photo, je trouve encore une fois une photo des décors qui ont été choisis
là, il y a une scène assez longue dans une usine désinfectée où ton personnage est emmené. Et là aussi, on est dans des lumières et dans des décors qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit toujours. Donc voilà, à l'intérieur d'un carcan qui est celui assez classique du polar du samedi soir sur France 3, il y a quelque chose qui a été proposé qui est assez différent. Et c'est vrai que je remercie d'ailleurs les équipes de France Télévisions qui ont attiré notre attention sur ce film-là, qui nous a donné l'occasion de te recevoir et d'en parler avec toi. Et ça, c'est ça aussi qui nous a intéressés. Et justement, pour avancer tranquillement dans la suite, on va voir des photos qui vont se succéder. Je voudrais que tu nous en dises un petit mot parce que tu vas voir, ma chère Raïka, on va voir. Dis-moi ce que ces projets évoquent pour toi, ou ces personnalités qu'on va voir apparaître. Alors là, on en parlait tout à l'heure. C'est les 7 vies de Léa. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Une histoire de voyage dans le temps. Oui. Sur une jeune femme qui doit aller découvrir le secret. Résoudre une enquête encore. Une enquête policière. La mort de quelqu'un, et puis de replonger dans le temps et de se remettre. Il y a un petit côté Code Quantum où elle prend la place de personnalités du passé, notamment de ses parents. Une série, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, très colorée, très intéressante pour Netflix. Moi, c'est les projets suivants qui m'intéressent aussi parce qu'on n'en a pas encore parlé. Voyons voir la photo qui arrive et je voudrais voir ce que tu nous expliques. Parce que ça, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était drôle. C'était super, ouais. Coupé au Festival Cannes. Il faut expliquer que ça commence comme un film de zombies what the fuck. Raté. Et raté, très mauvais. Oui. Et qu'on se dit, mais c'est quoi ce truc ? Et qu'il y a un twist qui est compliqué à dire si on veut pas Il est génial. à la moitié du film, au bout de 30 minutes d'ailleurs, puisqu'on découvre le film un peu plus long, non ? 30 longues minutes. 30 longues minutes. Ah, je pensais que c'était après. Mais sauf qu'on les trouve géniales quand on a vu tout le reste. Ah derrière. ouais. Tu as joué évidemment dans ce film-là. Ouais. T'en gardes quel souvenir ? C'était une chance inouïe d'être dans ce film, donc, qui est réalisé par Michel Hazanavicius, qui est mon oncle. Donc... c'est le deuxième projet que j'ai fait, je l'ai fait pendant les 7 vies de Léa. C'était assez incroyable parce que je me suis retrouvée là par gros piston, par pure négociation. Non mais c'est un fait. Non mais c'est dit. Ça fantasme. C'est la réalité. On va pas raconter une histoire. Non mais c'est la vérité quoi. C'était du bon gros népotisme et je me suis retrouvée du coup sur ce plateau où il y a des immenses acteurs qu'on voit là en face et que tu vois jouer. Et c'est une chance et un privilège fou, en fait, d'avoir pu voir ça à ce moment si jeune de ce que je faisais. C'était assez impressionnant, quoi. Et d'ailleurs, sur le plateau, je me disais, ouais, j'ai une phrase vraiment dans ce film, mais j'ai quand même pas mal de présence. Donc, j'ai pu vraiment voir ce plateau, l'analyser. Mais on te voit vraiment dans ce projet. Ouais, on me voit. T'as une phrase, mais t'as un impact. Oui, mais du coup, et je me suis dit, j'aurais pas pu avoir une place plus grande parce que je l'aurais pas assumé, quoi. Je les voyais travailler et je me disais, ils sont vraiment tous très bons et ça motive énormément, ça nourrit en continu. Et le film, je le trouve tellement chouette, tellement beau, tellement drôle que je suis hyper fière d'être dedans. C'est complètement barré. Comme on aime et ça fait tellement du bien. C'était très réussi et du coup, je remercie. Je remercie mon oncle et tous les privilèges qui vont avec. Évidemment, mais voilà, c'est une chance et il faut savoir. T'es pas ici pour ces privilèges. Il faut non, mais c'est talent. Il faut savoir les saisir et en faire quelque chose de bien. Oui. Voyons la dernière photo, la dernière personnalité que je voulais qu'on voit apparaître. Ah oui. Ovidie. Je l'adore. Alors, pourquoi Ovidie ? Alors, Ovidie, pourquoi ? Parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très chanceuse, moi, dans la vie. Et Ovidie, j'ai reçu le casting pour sa série. Moi, je savais de nom qui c'était. J'avais pas encore lu ses bouquins, mais je savais qui était Ovidie. Et puis, j'ai passé le casting. Une série pour Canal+. Une série pour Canal+, qui s'appelle Des gens bien ordinaires, qui a été écrite, réalisée par Ovidie et qui a gagné un Emmy Award pour cette série. Et il y a une saison 2 en préparation. Il y a une saison 2 qui est tournée. Qui est tournée d'ailleurs même, voilà. Et donc, c'est quand même la grande classe, en vrai. Ouais. Elle a quand même vraiment la classe. Et en fait, on a fait les essais. Et puis, ce qui était assez marrant, c'est que du coup, c'était un casting quand on s'est rencontrés. On a fait les essais, c'était cool. Et puis, à la fin, elle m'a dit maintenant, on va discuter. Donc, j'étais assez impressionnée, quoi. Et puis, elle m'a dit alors, le personnage est militant. Est-ce que toi, t'es militante ? T'es face à Ovidie, quoi, qui sort 14 bouquins, qui fait des séries de partout. Ouais, militante, le mot est... Oui, tu te dis, à mon niveau. Oui, c'est ça, je suis féministe, mais bon, pas comme toi, quoi. Pas autant et tout. Et elle est très impressionnante, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, de passionné, Enfin, c'était vraiment une chance de travailler avec elle et je suis hyper reconnaissante. Et la série, je l'adore, quoi.
des gens bien ordinaires, c'était la première fois que hormis Coupé, mais comme je disais, c'est un rapport qui est complètement différent, de par le lien que j'ai avec le réalisateur, c'est complètement différent. Mais là, c'était la première fois que je servais du coup une vision qui était écrite et réalisée par la même personne, un peu comme ce que tu décrivais tout à l'heure, où du coup, forcément, c'est une autre façon de narrer l'histoire. Et c'était trop bien, quoi. C'est un truc qui se tournait en un mois et demi, si je dis pas de bêtises. Donc c'était assez rapide. Puis que des belles rencontres, il y a un casting de fou. Jérémy Gillet, qu'on embrasse, et Sophie-Marie Larouille. Enfin, c'était vraiment une expérience folle. Où est-ce qu'on peut regarder ? Canal+. Canal. Sur Canal et la saison Actuellement. 2. Et la saison 2, c'est toujours disponible sur MyCanal. Et la saison 2 devrait arriver au courant de l'année ou l'année prochaine. Ouais. Très attendu. C'est des gens bien ordinaires. Et ça se visionne vite en plus. C'est des épisodes de, je crois, 15 minutes. Donc ça se mange rapidement, quoi. C'est vraiment super. Bon, ça fait partie aussi de ces parcours et de ces projets singuliers. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a évidemment grandement intéressés. On va basculer dans la toute dernière partie de l'émission, mais je voudrais vous rester évidemment avec nous tous les deux pour faire découvrir une artiste que j'avais envie qu'on découvre aujourd'hui, à l'heure où sur TF1 les battles de The Voice ont bientôt commencé, les auditions à l'aveugle se terminent bientôt, et puis voilà, The Voice permet aussi de découvrir des artistes. On en reçoit de temps en temps quelques-uns ici, parfois c'est The Voice, parfois c'est la Starac, par son Starac, mais voilà, je voulais qu'on puisse la découvrir. Vous allez voir une photo, vous allez voir sa photo, c'était à The Voice. Regardez The Voice Kids, on va la voir cette photo, regardez plein écran, comme elle est toute mignonne, Amandine. Et voilà, et la magie est apparue, parce qu'on parle beaucoup de sorcières depuis tout à l'heure et de magicienne. Mais Amandine, tu es avec nous, bonsoir. Très heureux que tu sois là. Ça fait quoi de revoir cette photo-là et ce passage dans The Voice Kids qui date d'il y a quoi, 5-6 ans ? Ouais, 6 ans, même 7 ans, je crois. Ça fait bizarre, surtout que là, on est vraiment entouré de toi. De mon visage, et j'ai bien changé depuis. Ouais, c'est ça, mais c'est drôle de voir l'évolution. Bon, c'est pas du changement, c'est de la belle évolution. Alors, aujourd'hui, tu viens, et on va voir évidemment la photo suivante, parce qu'on va essayer de t'épargner, je sens que c'est compliqué. Le changement est radical. Une vraie jeune femme qui s'affirme et tout, 6 ans après, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu viens pour un EP ? Alors, je viens même pour un premier album. Pour un premier album, même. Classe. Mais je sais que c'est rare de commencer par un premier album, d'où le fait qu'on pense que c'est un EP. Non, mais parce que j'essaie de faire jeune, tu vois, en disant EP. Et en fait, pas du tout. Et ben non, donc, moi, je suis une vieille âme. C'est un vinyle. On adore les vinyles, et c'est vachement bien. Un premier album, on va en entendre un extrait dans un instant que tu vas nous interpréter. J'ai été très étonné de cet album-là, parce que je l'ai écouté, et j'ai trouvé que cet album-là, il avait quand même musicalement, il avait pour une jeune artiste, dont c'est le premier album, je trouve qu'il y avait une vraie maturité, alors je l'ai dit un peu sombre aussi parfois dans certaines thématiques, sombre ou mélancolique d'ailleurs. Je pense que c'est plus mélancolique que sombre. Il y a forcément quand on écrit, on va toujours chercher des choses très profondes en soi, donc on peut parler de quelque chose de sombre, mais c'est plus de la mélancolie, je pense quand même. Ouais, comment il est né cet album ? Raconte-nous. Enfin, depuis The Voice d'ailleurs jusqu'à ce premier album, voilà, comment tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire. Le parcours même un peu avec The Voice, etc. Parce que voilà, on fait The Voice, on est toute jeune, et 5 ans plus tard, on sort un album, enfin voilà, un vinyle. Voilà comment ça s'est passé. Déjà, j'ai été repérée pour les castings de The Voice Kids, j'avais donc 14 ans. Je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube et on est venu me chercher, donc ça c'était assez exceptionnel. Et je suis allée comme ça, un peu malgré moi, jusqu'en finale. Et j'ai chanté un titre d'Edith Piaf qui s'appelle La Foule. Et ça a été vraiment un élément déclencheur dans ma vie, avec une vraie envie d'écrire en français à partir de ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément facile, parce que ça veut dire qu'il faut beaucoup plus se montrer. Il faut beaucoup plus se montrer, il y a plus de mise à nu, il y a plus de vulnérabilité, mais c'est ce dont j'avais envie. Donc c'est ça qui m'a déclenché vraiment l'envie d'écrire. Et à partir de là, a débuté l'écriture de ce premier album. J'ai commencé aux alentours de mes 17 ans, j'étais encore en études, donc du coup, l'écriture a pris énormément de temps, parce que je travaillais que sur mes périodes de vacances, où j'avais un peu de temps, donc des résidences. Et puis au bout de 5 années, voilà, ce premier album est arrivé, et je m'y consacre entièrement à la musique. Tu aimes le cinéma ? J'aime beaucoup le cinéma. Parce qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a dans les couleurs des musiques, il y a beaucoup on croirait presque des musiques de films, quoi. Ouais, je cherche beaucoup le paysage mental quand je commence à écrire.
Je pense notamment à la chanson L'Aigle Blanc qui clôture l'album. Moi, j'étais vraiment partie dans un paysage irlandais avec des grands paysages très. Voilà l'album. Ah ouais, on voit. C'est joli la pochette. Ah, merci. Alternative d'ailleurs, on va en parler dans un instant, mais ça veut dire quoi? Alors, alternative, c'est la contraction de deux mots, internat et native. Forcément, ça fait allusion à mon passage en internat, ces années où on commence à se découvrir, qui on est profondément et intimement parce qu'on quitte le cocon familial et on découvre un petit peu sa petite flamme, ce qui va faire que toute sa vie, voilà, on est éveillé. Et moi, ce moment-là, il est arrivé quand j'étais à l'internat, mais je sais que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et en ça, ouais, alternative, ça peut être même pour une femme de 50 ans, 40 ans, voilà. C'est se ressentir alternatif, quoi. Ouais, et tout l'album, d'ailleurs, c'est peut-être l'un des titres les plus pop, l'un des plus lumineux de l'album, entre guillemets. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Tu parlais de l'Aigle Blanc, qui est quand même un très très beau titre, mais il y a aussi l'un des titres de l'album autour du genre, qui est quand même très beau aussi, et avec des textes. On sent que les textes, tu as dû prendre du temps pour les écrire, parce que on n'est pas sur de la chanson facile, simple, voilà. 5 années. 5 années. C'est ça, tu vois. 5 années, donc, mais je pense qu'à 17 ans, quand on commence à écrire à 17 ans, on change tellement entre ses 17 et ses 20 ans qu'il y a énormément de choses à écrire, et figer quelque chose d'aussi mouvant, c'est très compliqué. Donc il m'a bien fallu du temps. Il y a combien de titres sur l'album? Il y en a 11. C'est pas mal quand même, hein. Ouais. On n'est plus sur de l'EP, t'as raison. C'était une boulette, c'est ce que j'ai dit. Mais non, mais t'en fais pas. Mais c'est pas courant, j'ai conscience. Ah non, se lancer directement dans un... et puis un concert la semaine prochaine au 3 Baudets, le 15 mars. On va voir l'affiche qui apparaît. Ce qui est dingue, c'est que je pense même au clip de Alternative où tu es très dynamique, très spontané, et là on te voit ici calme, d'une grande maturité et tout ça, et ce contraste, évidemment, j'imagine que c'est ça aussi qu'on voit dans l'EP, c'est-à-dire à la fois la jeune femme de 22 ans, pétillante, plein de vie, qui existe dans le clip, et puis en même temps ce côté très, parfois, traversé par des choses difficiles, etc. C'est ça qu'on va voir aussi sur scène? C'est exactement ça, et c'est le grand écart de ma personnalité. Je le fais pas sur scène, le grand écart, je suis pas encore assez souple, mais... Ça viendra. Peut-être. Ça viendra. Je me le souhaite. T'aspires, il y a cet album-là, les 3 Baudets, le 15 mars, donc à 20h. On remettra évidemment tous les éléments, mais t'aspires à quoi pour accompagner et pour la suite de cette aventure? Je parlais du cinéma et tout ça, t'as des envies aussi de comédie, t'as des envies de... ou pas du tout? Si on veut de moi, vraiment, avec grand plaisir. Non, mais j'ai longtemps pensé que j'avais pas la gueule, j'avais rien, que c'était impossible pour moi la musique, mais en fait, visiblement, je sais qu'il n'y a pas la tête c'est pas uniquement la tête, mais je vois que... Ça veut rien dire de ne pas avoir la gueule. Non, mais je sais, mais il y a une époque dans sa vie où... Qui peut dire que cette personne n'a pas la gueule pour faire ce qu'elle fait, franchement? En plus, ouais. Non, mais il fut un temps où, voilà, donc c'était notamment la période de The Voice. Quand on m'a contactée, je me suis dit, j'ai pas du tout le profil, j'ai rien, quoi, ça va pas marcher. Et en fait, voilà, mais la personnalité transparaît plus que le physique. Donc oui, si ma personnalité intrigue, attire, avec grand plaisir. Allez-y, appelez-nous, on fera le lien, évidemment. Mais c'est vrai que tu as écrit, composé, ou tu écris simplement, tu chantes? J'écris, je compose, et là, pour le coup, j'ai coécrit aussi et co-composé. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, la coécriture, parce que je trouve que c'est un moyen de densifier vraiment le propos et d'emmener aussi les titres plus loin, quoi. Voilà. Ça donne toute l'identité de cet album qui est donc disponible depuis le 26 janvier. Ouais. On avait envie de le mettre en avant, et c'est vrai que c'est compliqué pour des artistes d'exister quand on a fait une émission comme ça, parce que une émission chasse l'autre, des talents chassent les autres, et qu'il faut arriver à trouver sa propre identité. Moi, ce que je trouve fort, c'est que tu n'as pas cherché à surfer sur une quelconque notoriété de The Voice ou quelque chose comme ça. Tu as pris le temps de faire ce que tu avais envie de faire, et l'album qui est là, c'est celui que tu voulais faire. C'est l'album que je voulais faire. Ouais. On dirait pas c'est l'album de la maturité, ce serait à 22 ans un petit peu malvenu, mais ce serait mentir, mais c'est un bel album, vous allez le découvrir, j'espère que vous prendrez du plaisir à le découvrir comme moi je l'ai dévoré hier soir en préparant l'émission. Amandine Prost, Alternative, ce premier album. Dans un instant, on va t'écouter. C'est un exercice qui est toujours particulier de faire un petit extrait comme ça au dépoté dans un studio. On va t'écouter, je te laisse
te concentrer 2 secondes, mais juste pour rappeler l'actualité de mes invités. Les Bois Assassins, c'est samedi, c'est à 21h10. C'est vraiment, on le dit, une belle réussite. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et accessoirement, on était ravis de pouvoir profiter de ce film pour te recevoir et te découvrir. Et pour une première interview à la radio, moi je trouve que ça s'est passé super bien. T'étais très très bien. On félicite évidemment pour ce choix et on surveillera pour les autres projets qui arrivent. Je rappelle, tiens, il y a Nudes sur Prime Video qui est formidable, une série géniale dans laquelle tu es dans l'arc de Andrea Bescon. Et tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais juste faire un big up à toute l'équipe des Bois Assassins vu que ça passe demain. Évidemment. Donc merci à tous. À Sofiane notamment, à Hélène de Fougerolles, à toute l'équipe technique et à la réalisatrice. Et puis, évidemment, Samuel Bodin, que j'étais ravi encore une fois de recevoir, de t'entendre parler de ton métier de manière passionnante. C'est quoi la suite? Comme on disait tout à l'heure, il y en a plein qui sont un peu lancés à des niveaux de développement différents, mais j'ai un film en développement là, presque au bout, avec empreinte digitale, un long métrage. Et je développe un film aux États-Unis aussi, un film d'épouvante encore. Mais super. celui-là, je l'ai écrit moi-même. Et avec Alexandre Philippe, on réfléchit. Oui, on réfléchit à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mon Dieu, peut-être, écoutez, là je me surprends à avoir mon cadeau de Noël 2026 avant l'heure. Écoutez, en tout cas, on croise les doigts parce que voilà, et j'embrasse évidemment Alexandre, j'embrasse toute l'équipe de cette formidable équipe et la Lazy Compagnie. J'embrasse quelqu'un qu'on n'a pas encore mentionné mais qui était présent dans la Lazy, qui était présent dans Marianne, c'est Tiffaine Davio aussi, qui est déjà venu plusieurs fois ici et que j'embrasse également. Voilà, écoutez, on va tranquillement refermer cette émission. Alors, on devait faire un petit morceau improvisé, musical et tout. Bon, voilà, la bande n'est pas totalement calée et on a envie, on s'en fout d'entendre ta voix. Donc, on va t'entendre. Un exercice qui est toujours compliqué pour les artistes, c'est a cappella. Donc, ça va nous donner que l'ampleur de ce que tu sais faire, parce que les gens qui savent chanter a cappella, en général... ils roulent partout, c'est comme passer le permis sur la place de la Concorde, vous passez partout si vous êtes passé là. Amandine, je rappelle l'album Alternative, on mettra tous les détails dans le billet de replay, disponible depuis fin janvier, Les Trois Baudets le 15 mars. On va t'écouter, tu vas nous interpréter un extrait a cappella de Funambule, qui est un des extraits de l'album. Alors attention, petit moment suspendu avec Amandine Prost. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Nicolas à la régie, à Françoise et pour la communication et... notamment aux équipes de France Télévisions aussi pour le film Les Bois Assassins. Et on te laisse, à toi, l'occasion de nous montrer ta voix. Envie de te retrouver, mais peur de tout avouer. Dernier préparatif, 2-3 gestes fétiches, t'es logé sur le vif. Tu m'attends. Traversée infernale, de l'ombre à la lumière, le désir qui se doit d'être là pour chacun. Rideau, côté jardin, tu m'attends. Et de fil en fil et de bulle en bulle, on s'est retrouvés funambules, acteurs d'un soir sur un fil d'argent, mon néant. Et de fil en fil et de bulle en bulle, on s'est retrouvés funambules, acteurs d'un soir sur un fil d'argent, mon néant. De la lumière à l'ombre s'éclipse et côté court, votre voix qui résonne, désir inassouvi, l'inaccessible quête funambule. Funambule. Bravo. Merci beaucoup. Exercice toujours très difficile. Merci Amandine. Merci beaucoup de t'y être testé, lancé. C'est agréable la cappella. C'est pas mal la cappella aussi, c'est assez classe. Les Trois Baudets la semaine prochaine, le 15 septembre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était encore une joie d'être tous ensemble. Merci Nico, merci à tous. Et rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de La Loi des séries avec Marie Dompnier, Olivier Norek et Nicolas Lebel pour une prochaine émission. Merci à tous, très vite. Merci beaucoup. Merci.